Pourquoi est-ce que les États-Unis ont détruit l'Allemagne? Parce que l'Allemagne avait une Deutsche Bank qui a été reprivatisée durant le Reichsmark là, de Hitler, qui gérait bien la monnaie, qui gérait la monnaie sans l'influence politique. Donc, qu'est-ce que faisaient les gens lorsqu'ils travaillaient? Ils prenaient leur argent, leur sueur, la sueur de leur front, allaient la donner au gouvernement allemand parce que lui était capable de leur garantir un bon taux d'intérêt, un retour sur investissement. Donc, or, les États-Unis d'Amérique, eux, ils faisaient n'importe quoi avec leur monnaie. Ils impriment plus, qu'ils ont comme stock d'or. Donc la monnaie devient après flottante, ça devient un bordel. Donc les gens ne font pas confiance à la monnaie américaine. C'est pour ça qu'ils sont devenus très violents pour forcer les autres à prendre la monnaie. Mais le fait que plein d'argent allait en Allemagne au lieu d'aller aux États-Unis d'Amérique leur empêchait d'emprunter plus d'argent, d'imprimer plus d'argent et il faut de l'argent pour nourrir le complexe militaro-industriel pour continuer de protéger le dollar. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Il a fallu détruire l'Allemagne. Première chose. Ensuite, il a fallu détruire la France. Pourquoi? Parce que la France avait un accès privilégié à l'Afrique, là où il y a les ressources primaires. Chaque guerre, la guerre du Biafra en Nigeria, la guerre, le génocide du Rwanda, l'influence dans la côte Swahili, l'opération Barkhane, l'influence en Côte d'Ivoire, l'influence dans la terroristes. Ouais. L'influence dans la non, moi je te parle que des trucs où il y a vraiment des enjeux politiques. L'influence dans la côte Swahili. Chaque fois, c'est des influences Amérique, France. Amérique plus Vatican, plus Italie, VS. Non, France plus Vatican, plus Italie, ou bien plus des fois Angleterre, des fois, toujours VS Amérique ou Angleterre. C'est toujours des jeux comme ça. Par exemple, le Biafra au Nigeria, c'était les Igbo sud chrétiens Igbo, qui deviennent chrétiens parce qu'ils veulent montrer qu'ils sont plus d'accord avec les Haoussa, Peul, Fulani, Yoruba, du Nord. Les Igbo, eux, sont soutenus. Toujours, hein, c'est toujours pour les influences, parce qu'après, d'ailleurs, tu as un accès à la mer. Les chrétiens et les Américains. Un accès à l'énergie, tu as un accès à l'or et au pétrole, toujours. Ouais. Les Igbo, voilà, c'était italien, Vatican, français. Les Igbo? Les Igbo, ouais, étaient soutenus. Oui, ils étaient soutenus par les Français, Vatican, Italien et un autre pays, VS, États-Unis, Amérique, et je pense URSS, un truc comme ça. C'est toujours les influences derrière, parce qu'après, t'as un jeu d'influence. Les Hutus contre les Tutsis, c'est les Français de Mitterrand qui vont soutenir les Hutus, vers les Tutsis qui vont être formés par les Américains. MI6 et puis la CIA, et puis le Mossad. C'est toujours les influences d'ailleurs pour contrôler les ressources là où on a de l'énergie pas chère, de la matière pas chère, pour ensuite d'ailleurs faire tourner son économie, son industrie. Donc la France, il fallait la détruire. En plus de ça, la France est souveraine d'un point de vue militaire. Il fallait la vassaliser. Ensuite, quel est le pays, à ton avis, qui faisait mieux que les autres? Par rapport à quel sujet? Par rapport au niveau de l'influence? Par rapport Non, au fait que... Le pays qui empêchait toujours les États-Unis d'Amérique à devenir une superpuissance. Il y a deux pays. La Russie, la Chine? L'Angleterre, ouais. Et le deuxième pays? Et l'autre pays, c'est un pays vraiment très compétent et compétitif. Le Japon. Le Japon, c'est intéressant comme point de vue. J'avais pas fait la connexion. Pourquoi l'Angleterre? L'Angleterre, ok, mais le Japon... Est-ce que tu sais pourquoi l'Angleterre? J'ai une idée, mais je sais pas si c'est ça, tu vois. Ben, l'Angleterre, c'est, on va dire, un pays fondateur. Et le lien qu'il a avec les États-Unis, c'est un lien historique? Non, c'est toujours l'argent. C'est la question de savoir. Ok. Pour ça, la question de savoir en quoi l'Angleterre bloque d'un point de vue économique le gouvernement américain. Dis-toi le gouvernement américain et sa monnaie. Parce que le livre. Parce que? Le livre, non? C'est pas par rapport au dollar et au livre? En quoi? Je t'ai expliqué le truc de l'Allemagne. En quoi? Parce que les Américains, déjà de 1, n'arrivent pas à gérer leur argent. Ouais, pour exactement les mêmes raisons que l'Allemagne. L'Angleterre et la Norvège trouvent du pétrole entre 1960 et 1970. Une compagnie pétrolière a estimé qu'il y avait beaucoup de pétrole dans la mer du Nord. Là, c'est nouveau pour moi. Ouais. Une compagnie pétrolière a estimé qu'il y avait beaucoup de pétrole dans la mer du Nord. La Norvège a pris sa part, l'Angleterre a pris sa part. À ce moment-là, il y a des révolutions sociales. Les travailleurs des mines de charbon s'organisent, bloquent le pays. Très bien. Donc, il y a un premier prime ministre anglais qui s'appelle Hulf.
qui est un conservateur, donc axé sur le capital, donc un libéral, qui, lui, va faire une politique, il va faire un partage équitable entre ce qu'on appelle les Seven Sisters, selon des blocs en superficie dans la mer du Nord. Qu'est-ce que les Seven Sisters? C'est Total, donc c'est Elf, devenu ensuite Total Fitna, ensuite Total Energy. C'est la British Petroleum, qui de base est la Anglo-Persian Oil Company, donc c'est la compagnie qui a été rachetée par Churchill, qui ensuite derrière l'Angleterre a fait tout le bordel qu'il a fait dans les pays musulmans, notamment en Iran. C'est de la British Petroleum. Ensuite, tu as une compagnie de pétrole de New York, une compagnie de pétrole de Californie, Exxon, Chevron et Texaco. Ça fait 7. Donc ça, c'est les Seven Sisters qui vont être un peu partout dans le monde. Ah, et pardon. Et aussi la Royal Dutch Shell, la Hollande. Donc ça, c'est les Seven Sisters qui vont être un peu partout dans le monde et qui vont puiser du pétrole là où ils peuvent le puiser, sans partager les ressources. Donc le Prime Minister, pour contrôler l'économie. Ok. Alf, lui, va faire un partage des blocs pour extirper le pétrole de la mer du Nord. Il va pas mettre en place un quelconque programme pour dire que voilà, on va vous mettre des impôts pour que nous, d'ailleurs, on récupère de l'argent. Il met rien en place. Il estime qu'il y a déjà un certain pourcentage sur le bénéfice que font les entreprises qui travaillent en Angleterre. À partir de là, il a récupéré une certaine rente. Derrière, il y a un premier ministère qui le suit parce qu'il y a des révolutions socialistes tout le temps en Angleterre. Il y a un premier ministère qui arrive et qui bloque ça, qui dit non, non, non. Ça, c'est une opportunité pour l'Angleterre de résoudre beaucoup de questions sociales. Donc, à partir de là, il va créer une corporation qui va s'appeler la British National Oil Corporation, un truc comme ça. Et d'ailleurs, en fait, cette British National Oil Corporation va recevoir des rentes des Seven Sisters qui vont exploiter le pétrole en Angleterre. Sachant que le gouvernement anglais possédait déjà 51% de la British Petroleum avant d'en posséder que 48%. Ensuite, à partir de là, les Seven Sisters prennent du pétrole. Le socialiste, je crois que il est du parti travailliste. Il va mettre cette British National Oil Corporation pour prendre pour récupérer des rentes de l'activité d'extraction pétrolière des Seven Sisters, et il va mettre une sorte de compile d'impôts qui va faire que les mecs en réalité sont taxés entre 85 et 100% d'impôts. C'est ouf, hein, 85 et 100% d'impôts. Mais il y a des non-dits, il y a beaucoup d'amortissement qui fait que voilà, on descend facilement autour des 40% d'impôts. Après, tu as la sorcière Thatcher qui arrive, qui, elle, va faire un libéralisme idéologique. Je dis bien idéologique. Parce qu'elle veut punir, en fait, les mecs qui font la révolution socialiste. Donc, elle va leur faire la guerre durant 1 an à peu près, entre 8 et 12 mois. Donc, elle va fermer plein de mines de charbon, elle va fermer plein d'entreprises, elle va privatiser les entreprises. L'État va se débarrasser de beaucoup d'entreprises, d'accord? Elle va aller acheter elle va acheter du charbon en Afrique du Sud qui était encore raciste, et faire des économies pour faire la guerre aux mines de charbon parce que je t'expliquais tout à l'heure que l'inflation et le chômage permet de calmer d'infantiliser les mecs. Donc, elle va créer du chômage, elle va créer de l'inflation, elle va leur faire la guerre. Après 8 mois, ils vont abandonner. Ils vont retourner au travail. Mais quel est le problème ici? C'est que, comment est-ce qu'elle fait la guerre? Elle fait la guerre parce que le gouvernement américain perçoit 400 milliards de dollars des rentes pétrolières des Seven Sisters. 400 milliards. L'Angleterre s'est endettée en 1976. Elle a remboursé la dette en 1979, je pense. Ou elle a commencé à la rembourser. En 3 ans. Non, elle a commencé à la rembourser, je pense. 1979, parce qu'elle arrive au pouvoir elle fait 11 ans au pouvoir, entre 79 et 90. Voilà. Donc, elle rembourse la dette. Elle achète du charbon pour faire la guerre aux autres, et après, elle arrange quelques autoroutes, et elle dilapide l'argent comme ça. Mais c'est la gestion la plus terrible que pu faire un gouvernement. Parce que l'autre côté, la Norvège, qu'est-ce que fait la Norvège? La Norvège a dit que ça, le pétrole, c'est pour l'État. Et à partir de là, on peut stabiliser les problèmes économiques que nous avons en Norvège parce que nous ne sommes pas un pays riche. Donc, les Seven Sisters qui vont exploiter le pétrole, sachant que l'État va construire une compagnie pétrolière qui ensuite va recevoir la technologie des Seven Sisters, ils vont ensuite créer un fonds souverain, et toutes les rentes vont aller dans un fonds souverain qui, lui, derrière, qu'est-ce qu'il fait le fonds souverain? Il achète des actifs financiers, et le fonds souverain, ensuite, derrière, perçoit des rentes de ces actifs financiers, et c'est à partir de là que la Norvège devient un pays avec une balance commerciale excédentaire. Donc, n'a pas de dette. Là où, par contre, il y a un petit problème, c'est que il n'y a pas de ruissellement économique dans le pays. Parce que le Norvégien paye toujours tout plus cher que le Français, par exemple. Alors qu'ils ont du pétrole.
mais le Norvégien n'est pas endetté. Alors que le Français, lui, ses couilles sont endettées 10 fois aujourd'hui. Pas de problème. Donc, qu'est-ce que fait? Donc là, en fait, où Thatcher, pourquoi Thatcher fait la guerre? Parce que Thatcher, c'est une meuf qui a un petit carnet qui est un résumé du livre de Adam Smith, Causes et conséquences des richesses des nations, des pays. Et après, voilà, où en fait, dans ce livre, qui a plus de 1000 pages, il écrit 3 fois le mot main invisible, où il explique en fait qu'il existe une main invisible où les gens en fait sont gentils de nature et que par altruisme les gens font du business et que c'est à partir de là, de cette main invisible du commerçant et ensuite une main invisible un peu plus grande que les choses tournent et que derrière il y a cet altruisme qui fait tourner une économie où en fait un vendeur de pain fait son pain avec amour pour ensuite le vendre. On se sert, donc voilà, donc il y a une idéologie derrière. Je suis sûr qu'elle n'a pas lu le livre. Il y a une idéologie autour de Hayek, qui est, je pense, un Autrichien ou un Polonais, si je ne m'abuse, qui a écrit que voilà, l'État, nanani, nanana, l'État ne doit jamais détenir un quelconque actif financier. Il y a un autre économiste qui s'appelle Milton Friedman qui explique cela. Donc, ce sont des idéologies libertarianistes, de libertariens. L'État ne doit absolument rien détenir en termes d'actifs financiers et doit juste s'occuper de la sécurité de ses populations. Donc, la seule chose dans laquelle l'État doit détenir quelque chose, c'est tout ce qui est militaire, corps militaire, les armées, pour garantir la sécurité. Sécurité. Voilà. Mais l'État ne doit rien d'autre détenir. À partir de cette idéologie, la meuf, elle fait une guerre à sa population, à ses travailleurs, alors que grâce aux rentes du pétrole, elle aurait pu résoudre les problèmes de dette et de socialisme en Angleterre une bonne fois En pour 10 toutes. ans, quoi. Ouais. Elle aurait pu prendre les 400 milliards, Les foutre dans créer un, des. créer un fonds souverain, détenir les actifs financiers dans le monde, de compagnies qui font bien, Prendre les dividendes. voilà, prendre les dividendes, rembourser la dette et organiser ensuite un projet social et faire exactement comme a fait le Bismarck. En France. Non, ça n'a rien à voir avec le plan Non. Marshall. Non. Rien à voir. Donc C'est faire c'est un plan social qui permet de redresser l'économie française. non, laisse-moi terminer. Un plan social qui va d'ailleurs ensuite encourager les mecs à retourner au travail, mais en leur garantissant l'Angleterre n'est plus endettée. Le Bismarck l'a fait, Hitler l'a fait. Le Bismarck, qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait des révolutions libérales sociales en Allemagne à cause des Roland, à cause de toutes les actions de Napoléon en Europe. L'Allemagne ne fonctionnait plus. Le Bismarck est arrivé, il a détruit tous les corps sociaux, les corps syndicalistes allemands. Il leur a dit, c'est soit vous travaillez pour moi, soit je vous fais la guerre. Il a cette phrase philosophique fondamentale qui est, ça sert à rien de détruire les gens, il faut juste faire en sorte qu'ils dépendent de nous. Et à partir de là, tout le monde s'est remis à travailler en Allemagne et l'Allemagne est devenue la première puissance continentale. Elle a battu l'Autriche, elle a battu le Danemark, elle a battu la France. Donc, il leur a mis en place une certaine caisse d'épargne de retraite pour les Allemands. Il a dit aux libéraux, arrêtez de faire la révolution avec ces gens. Moi, je vais vous donner du travail. Il a fait exactement comme a fait l'Angleterre, c'est-à-dire qu'il a fait du mercantilisme, c'est-à-dire que il s'est servi de l'État pour protéger les intérêts des sociétés allemandes. C'est la promesse qu'il a fait aux libéraux. Il a dit aux autres, travaillez, je vous mettrai en place une caisse, parce qu'il a dit qu'il n'est absolument pas question que l'État dépende de tout ce qui est syndicat indépendant. Et à partir de là, boum, la Prusse est devenue l'Empire allemand. Hitler a fait pareil. Hitler a fermé tout ce qui est syndicat, etc. Il a fait la guerre aux communistes, aux socialistes, au marxisme. Il a fait en sorte que les gens travaillent. Interdit de négocier sur le budget. Les libéraux n'ont jamais été aussi riches sous Hitler. Il a fait des privatisations du tonnerre. Après, le seul problème qu'Hitler a fait, c'est qu'il s'était trop axé sur la guerre. Parce qu'il a fait une économie de guerre, une industrie trop axée sur l'armement, etc. Mais c'est ce qu'aurait pu faire Thatcher, d'un point de vue à l'anglaise, selon le common law, c'est-à-dire construire un projet social à la Bismarck pour encourager les mecs à travailler, et puis derrière, avec le fonds souverain, faire quelque chose d'intelligent. C'est ce qu'elle aurait pu faire, au lieu de dilapider les 400 milliards. Et à ce moment-là, c'est plus du socialisme. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que disent les gens avec le socialisme? Les gens disent que le socialisme, en fait, c'est quelqu'un qui travaille, tu prends son argent pour le dilapider chez un feignant. Mais à partir du moment où toi, tu as 400 milliards, tu les mets dans un fonds souverain, et que ce fonds souverain, lui d'ailleurs, en fait, génère de l'argent parce qu'il détient les actifs financiers, parce que des compagnies dans le monde fonctionnent bien, comme par exemple Apple, et puis un cancer là, parce que tu génères de l'argent avant de dilapider cet argent. Donc tu n'empiètes sur personne. Donc les gens qui te disent que le socialisme ne fonctionne pas, c'est des conneries.
Là où le socialisme ne fonctionne pas, c'est par rapport à ce que je t'expliquais tout à l'heure. C'est que c'est plutôt une question ontologique. C'est que ceux qui font la révolution donnent ensuite les clés de leur destin à des personnes qui ont reçu la même éducation que ceux qui ont abusé de leur force de production, que ceux qui ont été leurs bourreaux. Donc, ayant la même éducation, les relents seront toujours les mêmes. Quand tu éduques quelqu'un dans tout ce qui est concept de domination, dans tout ce qui est rapport de domination en société, à quoi est-ce que tu t'attends lorsque tu lui donnes les clés? Exactement comme ce que je t'expliquais tout à l'heure avec Elon Musk. Son éducation, il a baigné dans l'éducation sur tout ce qui est accès domination d'un point de vue sociétal, et que cette personne d'ailleurs te dise qu'il va sauver le monde avec les robots, il faut être un fou. Parce qu'il a les profils épigénétiques qui lui donnent cette prédisposition. Voilà pourquoi le socialisme ne fonctionnera jamais en Europe. Pas parce que, d'un point de vue mécaniquement parlant, d'un point de vue systémiquement parlant, sur le terrain, systémiquement parlant, sur le point de l'économie, ça fonctionne pas. C'est pas pour ça. Économiquement parlant, ça peut fonctionner. Mais parce que d'un point de vue ontologique, là où les gens sont pas capables de t'expliquer pourquoi il y a sans arrêt pourquoi sans arrêt les civilisations tombent, c'est parce que les dynamiques de pouvoir dans des pays tels que l'Angleterre, la France, des pays en fait très militaires, guerriers, il y a une hiérarchisation sociale réelle entre le plébéien sénateur et l'esclave ou bien l'affranchi. D'accord, ok. Là. Donc à partir de là, et comment est-ce qu'on sait ça? Il y a eu des dossiers déclassifiés de la CIA en 1981. Ils ont écrit noir sur blanc: un fonds souverain anglais serait dangereux pour l'hégémonie américaine. Pourquoi? Parce que c'est parce que la Norvège aujourd'hui, la Norvège aujourd'hui, avec son fonds souverain, les gens achètent des obligations norvégiennes. Parce que le gouvernement norvégien est rentable, parce qu'il a un fonds souverain qui fait de l'argent. Le fonds souverain norvégien a 1500 milliards, je pense, milliards d'actifs financiers. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière? On achète des obligations de fonds souverains. Donc, c'est de l'argent qui ne va pas aux États-Unis d'Amérique. L'Angleterre a une économie bien plus grande que la Norvège. Donc, imagine un fonds souverain anglais qui détient les actifs financiers et qui contracte des obligations. L'argent, je dis bien l'argent que le gouvernement aurait emmagasiné pour permettre à l'Angleterre de ne pas être endettée comme elle est aujourd'hui. L'Angleterre est le deuxième pays endetté au monde, derrière les États-Unis d'Amérique et devant la France et l'Inde. Les Anglais ont dit, les Américains ont dit, c'est dangereux. Donc elle s'est organisée avec Volcker, le boss de la Fed, et puis Ronald Reagan, pour détruire l'Angleterre. Ils te disent que le libéralisme marche. Regarde aujourd'hui ce qu'est l'Angleterre. Complètement détruite. Et il y a ce qu'on appelle en Angleterre, ce qu'on appelle le pantouflage chez nous en France. Donc c'est un système de corruption. En fait, un mec qui a plusieurs postes. En fait, c'est un mec. C'est un système de corruption en politique où en fait t'es un fonctionnaire, tu peux devenir un élu, faire de l'argent et revenir normalement dans ta vie de fonctionnaire et repartir en fait en tant que député ou bien élu de la République, refaire ton métier de fonctionnaire, ainsi de suite. En fait, c'est comme ça que tu joues, tu prends aucun risque, tu joues en fait sur plusieurs tableaux et à la fin de la journée, tu accumules les retraites. Tu as une retraite en tant que ministre, en tant que député, en tant que fonctionnaire, en tant que, tu vois. Ouais, je vois, en tant que maire, en tant que... Voilà. En Angleterre, tu avais le problème de revolving door. Donc, tu as un mec qui était dans une compagnie, tu as un mec qui était au gouvernement anglais, qui ensuite s'est dû travailler dans le conseil d'administration d'une compagnie pétrolière anglaise, qui avait des liens avec une autre compagnie qui était liée à la City de Londres, et tu avais tout un système de corruption comme ça. Et c'était tellement corrompu que ça a choqué les Américains et Kissinger. Hein. Donc ça, c'était l'Angleterre. Premier danger anglais, Amérique. Le deuxième, c'était le Japon. Exactement comme l'Allemagne, le Japon était le pays le plus compétitif d'un point de vue économie, de production, industrie. La monnaie était tellement faible, tellement compétitive. Le Japon battait tout le monde. Donc les États-Unis d'Amérique, eux, n'arrivaient plus à vendre. D'un point de vue compétitivité à l'extérieur, les États-Unis d'Amérique se faisaient manger par le Japon. Qu'est-ce qu'a fait les États-Unis d'Amérique? Déjà, il faut savoir que la constitution japonaise aujourd'hui est américaine. Hein. Elle a été écrite par les Américains, par un général qui s'appelle MacArthur Douglas, qui a écrit la constitution du Japon après avoir battu les Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Et le Japon est une base militaire, l'une des principales bases militaires de l'OTAN et de la mer américaine, avec la Corée, la Roumanie et l'Allemagne. Donc le Japon, c'est une colonie. Donc on allait voir les Japonais, on leur a dit, vous augmentez votre monnaie. Sinon, nous, on s'en sort plus. Et si vous le faites pas, on va vous détruire. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont augmenté la monnaie. Donc qu'est-ce qui se passe lorsque tu augmentes la monnaie? La monnaie devient plus chère.
Mmh. Donc, tu es moins compétitif. Donc, tu es moins compétitif. Qu'est-ce qui se passe alors que tu es moins compétitif? Oui, il y a inflation, etc., bien évidemment, mais qu'est-ce qui se passe quand tu es moins compétitif? On n'emprunte plus à la banque pour faire de l'argent. Ça devient trop cher. Donc, lorsqu'il n'y a plus de masse monétaire dans le pays, l'économie s'arrête. Il n'y a plus d'argent. Pas de Donc, qu'est-ce que doit faire? circulation. Ouais. Qu'est-ce que doit faire la banque centrale? Baisser les taux d'intérêt pour encourager les mecs à Rien, emprunter. reprendre. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu baisses les taux Cercle d'intérêt comme vicieux. intérêt? Qu'est-ce qui se passe lorsque tu baisses les intérêts comme intérêt? Tu es en train de dire aux gens, venez prendre de l'argent gratuitement. Qu'est-ce qui se passe lorsque tu as l'argent gratuitement? Qu'est-ce que tu, Est-ce que tu fais le lien? ah, Pour moi, je fais le lien avec la crise des subprimes. C'est qu'on a demandé, on a dit aux gens, ouais, venez, les taux d'intérêt sont vraiment bas, la, la- la- investissez en IMO et tout, et après, c'est parti en couille. Je sais pas si la c'est par crise, rapport à ça. la crise des subprimes, l'argent était gratuit pour les banques. Là, pour le Japon, et ce qui s'est passé en C'était pour 2021, les customers, pour et- les mecs classiques, quoi, le B2C. non, c'est pour les banques. Là, ce qui s'est passé avec le Japon et en 2021, après le C'est pour les Covid, Japonais. l'argent était gratuit. Non, là, je te parle de le Japon. Pour les subprimes, c'était les Ça a été banques. gratuit pour les Japonais, pas pour les banques. Voilà, voilà, pour tout entrepreneur japonais, pour le japonais. Tout entrepreneur japonais, ok, d'accord. Genre, Pas des voilà, institutions. Ouais, je vois. voilà, t'as une compagnie, vient prêter de l'argent, etc. L'argent gratuit pour les japonais. Donc, l'argent de partout, venez prendre. Qu'est-ce qui se passe quand t'as l'argent gratuit? Bah, je pense, après, c'est mon avis, mais je pense que l'économie repart. T'es fou, toi. Bah, je sais pas, l'argent, elle est gratuit. C'est pour ça Ça qu'il va faut que tu baisser. apprennes. C'est pour ça qu'il faut apprendre l'énergie. Il y a une L'argent loi est gratuit. Il y L'argent a est une loi, gratuit. il y a Baisse. une loi. Là, j'avais pas réfléchi, j'ai pas connecté mes neurones. Je pense que, vu que l'argent est gratuit, la valeur de l'argent, elle va diminuer. Oui. Il va augmenter, du coup, bah, la valeur des choses. Et c'est pour ça que, par exemple, dans un pays d'Afrique, je me rappelle plus duquel, il y avait des billets de 1 million de Non, monnaie. ça, c'est un Pas problème d'offre. Ça, c'est un problème d'offre et de demande de la part des productions zimbabwéennes. Quand t'as pas d'offre et de Tu me demande, ton parles pays. de Zimbabwe, ouais, ouais. Ça paraît rien à voir. L'argent est gratuit quand t'as pas travaillé et que t'as un gouvernement qui te dit, tiens, il y a tout cet argent, les taux d'intérêt sont à zéro, viens prêter. Qu'est-ce qui se passe derrière? T'as l'argent gratuit, t'as pas travaillé. Aucune sueur de ton franc. Flemme. Aucune forme de production. Tout est gratuit. Tu spécules sur l'argent. C'est D'accord. gratuit, tu fais de la merde avec. Mmh. Donc, Et qu'est-ce qu'on en fait avec fait, cet argent? Il s'est passé la même chose en 2021 avec les NFT. Les Japonais prenaient l'argent, ils allaient le spéculer, c'était de l'argent gratuit. Tu vas le spéculer dans les marchés financiers. Tu vas le spéculer dans l'immobilier. On est arrivé à un moment donné, en 1991, la moitié des prix financiers dans le monde étaient japonais. C'est la bourse du Japon. La moitié des prix de l'immobilier dans le monde, c'était au Japon. Il y avait, je pense, un complexe impérial japonais qui coûtait genre 20% de l'immobilier mondial. Parce que les gens prennent l'argent gratuitement, spéculent avec. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème de décalage dans la solvabilité d'une réalité économique. Il y a un décalage entre l'argent disponible et la valeur derrière de ce bien. Il y a une réalité fondamentale entre le prix d'un actif financier et de sa valeur. Ou bien, il y a trop d'argent, il n'y a pas assez d'argent dans un système qui a été gonflé artificiellement au travers d'une fausse valeur. Et c'est là, en fait, où dissonance. c'est là, en fait, là, t'as des crises. Pourquoi? Parce que t'as des crises, en fait, quand des petits malins, en fait, se rendent compte, justement, qu'il y a un décalage dans la réalité de la chose entre le prix d'un actif et sa valeur. Quand il y a un décalage, il y a des petits malins qui viennent, qui se disent, ah, il y a un décalage avant que On les va gens faire. s'en rendent compte. Ouais. Je vais spéculer sur ce décalage-là parce qu'en fait, d'ailleurs, moi, je peux me faire de l'argent sur quelque chose, en fait, qui est surévalué. Et ce décalage se crée toujours lorsque l'argent et l'argent est gratuit, parce que quand l'argent est gratuit, il est gratuit pour tout le monde, il est gratuit pour le spéculateur aussi, qui lui, qui va aussi commencer à spéculer la chose. Donc après effondrement. Parce que quand tu as trop spéculé, les gens se rendent compte que là, ça ne peut plus tenir. Donc effondrement, crise du Japon. Le Japon a fait sa crise. Les États-Unis d'Amérique, eux, se partent de plus belle parce que d'ailleurs, avant de faire sa crise, le Japon a augmenté sa monnaie. Donc les États-Unis d'Amérique étaient plus compétitifs. Et ça s'est fait en France à 2 reprises. Ça s'appelle les Plaza Accords et les Louvre Accords. Donc du coup, derrière, qu'est-ce qui se passe? L'Amérique a œuvré de A à Z à la destruction de tout ce qui était occidental. Elle a détruit le Japon, elle a détruit l'Allemagne, elle a détruit la France, elle a détruit les monnaies européennes, elle a détruit quelque part aussi l'Espagne, parce que l'Espagne a eu son boom immobilier, mais aujourd'hui, maintenant, ça a stagné. Bon, aujourd'hui, elle est en meilleure santé parce qu'elle a arrêté la folie européenne. L'Amérique a vassalisé tout le monde pour que elle s'en sorte correctement, ce que l'Angleterre n'a jamais fait. Et là, tu Donc, fais le les lien avec Américains, la CIA et. Ouais, je vois. Ok. non, parce que on a parlé de tout ça au début. Pourquoi? Parce que je te dis que les Américains, c'est pas des génies. C'est juste des vampires. Ils vont vampiriser ceux qui font mieux. Ils font de la merde avec leur monnaie.
ils font la merde dans l'économie de production, leur industrie est malade, et c'est des tricheurs, et sans arrêt, ils vampirisent les Français, ils vampirisent les Allemands, ils vampirisent les Coréens, ils vampirisent les Japonais, Les ils vampirisent Japonais, les meilleurs. les Roumains, ouais. Le droit anglais, il le vampirise. Euh, comment dire ça, la monnaie anglaise, il la vampirise. La productivité allemande, il la vampirise. L'influence française, il la vampirise. La La productivité Chine? japonaise, il la vampirise. Non? Ils ont détruit tous les pays qui avaient des pouvoirs économiques puissants. Ils ont tenté de faire à la Russie et la Chine, n'ont pas réussi. Et c'est comme ça qu'ils s'enrichissent. Ils créent le chaos dans le monde pour eux continuer de s'enrichir. Et c'est comme ça qu'ils tiennent. Mais c'est pas en Mais et soi des génies c'est pour ça que intrinsèques. là, ils veulent prendre le Groenland. Est-ce qu'il y a un lien avec ça? Le Groenland, moi, je suis comme les Chinois, c'est qu'il y a trop de bruit autour. Et moi, je suis pas dans ces jeux occidentaux à réagir au jour le jour à ce qui se passe dans le monde. Donc, je n'ai pas d'avis. Pour l'instant, j'ai pas d'avis. Ça en parle beaucoup. Moi, je suis comme les Japonais. Les Japonais, on attend 20 ans et on verra ce qu'il en est. On va quand même rappeler que Donald Trump n'est une anomalie. C'est-à-dire qu'il n'a que 4 ans. Et donc, dans 2 ans, les choses vont revenir à la normale aux États-Unis d'Amérique. C'est-à-dire que les démocrates vont revenir au pouvoir et toute la maladie psychologique américaine va revenir de plus belle. Et donc, les tensions dans le monde vont revenir.